Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle émission du Corner Club. C'est la 15e et on est ravis de vous revoir. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet sur le ton de l'humour. Et oui, comment on aborde l'humour dans les comics, comment il est défini, comment il est montré. Et on est ravis de recevoir un guest super spécial venu de la radio, venu du spectacle. Salut Frédéric. Salut Alexandra. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, oui, je suis comédien, humoriste, producteur de l'émission Blockbuster sur France Inter. De toute façon, moi, c'est bien simple depuis tout petit. Moi, je voulais vivre dans un univers de fiction. Je rêvais d'être Batman. Voilà, c'est pour ça, d'où le t-shirt. Je rêvais d'être Batman. Bon, le problème, c'est que j'avais un physique de Kunyaman. Voilà. Ah, une petite boule. Je vais être papa. Encore Oui, encore. Mais Ça, ça c'est fait- pour la mais troisième c'est fois. très C'est comme ça. hein. Mes gosses, c'est comme les Star Wars, sur grand écran, ça a perdu son caractère exceptionnel. Et d'ailleurs, pour ce troisième enfant, c'est vraiment comme pour les Star Wars, les gens commencent à dire elle aurait dû s'arrêter au deuxième. Geek depuis de nombreuses années. Donc voilà, je Gros parle lecteur, de gros comics. lecteur de comics. Et donc je parle de comics sur scène, à la radio et en podcast, en famille. Dans le bus, Dans la rue. dans la rue, et les gens en ont assez. Voilà. On peut dire aussi que tu es humoriste. Oui, Oui. je l'ai dit au début. Tu l'as dit au début. Je l'ai dit au début. Voilà, je n'écoute Oui. pas. En fait, je ne suis C'est, pas là, vraiment. Mais c'est un bon début. Tu feras une grande animatrice. Merci, ça fait plaisir. Non, d'ailleurs, il a un super spectacle que je vous conseille au Funambule de Montmartre, qui est vraiment très très drôle. Et il est encore là. J'ai pas pu changer de libraire, c'est toujours la même chose. Salut Jimmy. Bonjour Alexandra. Salut Frédéric. Salut. C'est un plaisir de pouvoir participer à cette émission et de pouvoir toujours vous accueillir pour ces tournages parce que à chaque fois on aborde des sujets qui sont toujours passionnants, sinon on ne les ferait pas. Et là, l'humour, c'est parti, rigolons. C'est parti. Allez. Est-ce que vous allez rire ou pas Bon, déjà, on va revenir sur un premier fait. Est-ce que vous pouvez définir l'humour, attention, dans les comics ? Toi, Jimmy. Ouais, effectivement, parce que c'est sûr que définir l'humour, En général, là oui. c'est une question philosophique. Vous avez 3 heures. Mais ouais, l'humour dans les comics, selon moi, je pense qu'il y a deux sortes d'humour globalement. Après, il y a plusieurs nuances, mais globalement, c'est soit une BD qui va mettre en scène un personnage qui va faire les blagues. En anglais, on appelle ça le comic relief. Donc, c'est le personnage qui apporte de l'humour et de la légèreté à des situations dramatiques ou même simplement dans le cours de l'histoire. Et d'un autre côté, les BD qui sont les comics qui sont humoristiques, qu'on peut vraiment classer dans le genre humour, qui ont pour vocation uniquement de raconter des histoires et de mettre en scène des péripéties drôles. Donc, voilà. Donc globalement, c'est ça. Selon Nous, moi, on est c'est d'accord ça. qu'on va parler du premier fait. On va pas pas. de la J'imagine seconde qu'on va définition. sûrement de déborder, Oui. mais en tout cas, l'idée c'est qu'on n'est pas là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas là pour dire voilà, ceci est une bonne blague, ceci est une mauvaise blague, ou on pourra toujours parler de voilà, voici l'humour plutôt adulte, l'humour, je sais pas, graveleux, l'humour naïf, l'humour. Voilà, on en est pas là, mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'est ça. Et toi, Frédéric ? En fait, il y a la bande dessinée, c'est un médium un peu particulier parce qu'il y a évidemment la dimension d'humour à l'écrit, c'est-à-dire une situation comique avec un personnage catalyseur donc de drôlerie. Mais il y a cet avantage que la bande dessinée a sur beaucoup d'autres médiums, c'est que la manière même de dessiner peut véhiculer C'est vrai. une blague aussi. Donc, ce n'est pas que par l'écrit, C'est finalement. pas que par l'écrit, c'est-à-dire que visuel. le personnage lui-même peut, dans ses outrances, son élasticité, sa manière de se déplacer d'une case à l'autre, créer une forme d'humour. Dans la BD franco-belge, la manière dont Gaston Lagaffe passe d'une case à l'autre, ça amène déjà quelque chose de l'ordre de l'humour qui n'est pas forcément lié à ce que le personnage est en train de vivre, c'est juste sa manière d'être dessiné. Qu'on retrouve beaucoup dans la BD jeunesse, finalement. Exactement. Et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve à la fois dans le comic book indépendant, qui est souvent beaucoup plus allé vers l'exagération des corps, des nez, des visages, pour créer cet humour qui est immédiatement visuel et qui est donc lié aux médias. Qui est complètement différent de l'humour plus soit méta, c'est-à-dire Oui. on fait il y a un personnage qui a un pied dedans, un pied dehors et qui fait une sorte de coup de coude au lecteur en permanence, mais aussi des situations qui sont vraiment à mon avis en bande dessinée, c'est aussi lié à l'émergence des sitcoms où par exemple je pense à Brian Michael Bendis qui a une manière d'écrire l'humour qui est vraiment typique
des scénaristes de sitcoms américaines, dans ces échanges de dialogue, la case ne bouge pas, c'est toujours la même, mais en fait, d'une bulle à l'autre, l'humour commence à se dessiner. Et là, on est beaucoup plus proche d'un humour plus moderne, plus télévisuel, et donc il y a vraiment différentes strates. Oui. Vous, en tant que lecteur, en sachant que l'humour est subjectif, est-ce que c'est difficile pour vous de rire ? Est-ce que vous pensez que l'humour est quand même une des caractéristiques qui est un peu compliquée dans l'écriture du scénario ? Alors, c'est sûr que c'est un exercice très délicat de vouloir faire rire le lecteur, parce que quand ça ne marche pas, ça peut te faire sortir complètement de la BD. Et c'est pareil dans plein d'autres domaines. Voilà, sur scène, quand ta blague ne marche pas, parce que je le vis aussi quand je fais en amateur, quand je fais du théâtre et que je tente un truc, que ça marche pas, on le voit tout de suite. Un moment de solitude. Bah ouais, mais on vit ça, on se forge avec ça. Mais alors que quand la BD est entre les mains des lecteurs, tu peux pas aller chez eux pour leur dire attendez, je voulais dire ça. C'est entre leurs mains et c'est fini. Ils se l'approprient. Donc c'est périlleux, mais quand ça fonctionne, tu sens que t'as une connivence avec la BD, quoi. Je pense, tu citais Bendis qui est un très bon exemple, mais moi je pensais à Kirkman dans Invincible, BD de super-héros indé, où il y a beaucoup d'humour, et tu as ce passage assez drôle, assez récurrent, d'un personnage qui est tellement en hébétude devant une situation que la case est fixe sur ce personnage sur une page entière, et il va juste dire un truc à la dernière case. Et tu vois bien que là, il s'est pas foulé, il a fait copier-coller de l'image sur toute la page, et qu'il, à la fin... Mais ça crée une situation voilà. entre la page mais oui, c'est ça, et il joue avec le médium même de BD, et donc voilà, il y a des passages comme ça dans certaines BD qui sont très intelligents et très intelligemment amenés. Et là, c'est trop bien, mais effectivement, c'est très délicat à manœuvrer, l'humour. Et c'est pour ça qu'on sait identifier tout de suite un auteur qui arrive à le faire et un auteur qui n'y arrive pas, tout simplement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Par exemple, c'est marrant parce qu'on dans le comic book, il y a vraiment souvent ce travail sur les cases, sur le rythme. Pour créer, dans l'addition de cases, on crée un faux rythme qui dit tout d'un coup, paf, là il y a la punchline, la petite phrase qui va faire rire. Et je pensais aux autres types de bandes dessinées existantes, soit BD franco-belge ou même manga. Et tout d'un coup, ça m'est venu qu'en manga, eux, ils ont un truc très symptomatique de l'humour, c'est que tout d'un coup, le personnage va passer soit complètement SD, super déformé, soit légèrement. Mais et tout d'un coup, on rentre dans le champ de l'humour, et tout d'un coup, le personnage redevient sérieux avec des trames sur son visage. Voilà, il est beaucoup plus. Et il y a ce code graphique qui est attention. Là, c'est une blague. Et en fait, les Japonais ont inventé l'emoji, mais ils l'ont carrément mis dans leur personnage, disant là, on fait une blague, là, on est sérieux. Là, on fait une blague, là, on est sérieux. Et c'est vrai que c'est dans le comic book, on peut plus difficilement faire ça. Il y a quelques-uns qui s'y sont essayés quand même, parce que il y a des influences de différents genres qui ont rendu le truc plus poreux. Mais de toute façon, pour écrire de l'humour, c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est que pour moi, il y a deux domaines hyper difficiles à écrire en comic book. Un, l'humour, et deux, l'intelligence. Écrire un personnage intelligent ou un personnage drôle, ça demande au scénariste d'être plus drôle que le personnage qu'il écrit, ou d'être plus intelligent. Ce qui fait que pour moi, des personnages qui font des vannes, comme par exemple Spider-Man ou tout ça, ça demande une écriture particulière, ou un personnage intelligent comme Red Richards, qui est censé inventer des concepts ou avoir une intelligence qui dépasse... Du coup, il peut pas être drôle. Est-ce que du coup, on peut être que intelligent ? On peut être les deux, mais ça demande quand même au scénariste d'avoir un niveau d'excellence qui est supérieur au personnage qu'il écrit. Et comme il est censé écrire des maestros dans leur domaine, c'est compliqué. C'est beaucoup plus facile d'écrire un mec qui met des droites, voilà. Oui. Et même au-delà de ça, même faire un personnage méchant, par exemple, ça demande pas d'être plus méchant que le personnage dans l'histoire. Malheureusement, on a tellement de sources d'inspiration que ça déroule tout seul. Mais ouais, effectivement, humour et intelligence, c'est vrai que c'est deux. Faut avoir le niveau, quoi. Ouais. Et du coup, t'anticipes bien sur la prochaine question, parce que tu parlais de la BD franco-belge, du manga. Si on s'attarde sur le genre super-héroïque, est-ce que le héros ou l'héroïne doit ou peut être drôle ? Ou finalement, le héros a ce côté charismatique, inaccessible par rapport à nous ?
Alors, je pense que là, il faut carrément, dans les pays latins en particulier, et les pays de tradition chrétienne, parce qu'il faut quand même appeler un chat, on a un sérieux problème avec la crédibilité d'un héros Mm. qui irait de pair avec l'humour. Il y a eu un film là-dessus, Le nom de la rose, dans lequel tu sens que l'Église, pendant très longtemps, a revendiqué le fait que non, Jésus n'avait pas ri. Il faisait pas des vannes avec les apôtres, il faisait pas rire parce que il est venu pour se sacrifier, il avait conscience de ce qu'il avait à faire. Quand tu as une L'aspect mission martyr. de martyr, tu fais pas des vannes. T'es T'es parce que Batman. voilà. Tu sais, Non, mais c'est voilà. ça. Oui, Bah oui. mais justement, là aussi, il y a un truc Ouais. Non, mais- qui est souvent pas pris en compte dans les adaptations cinématographiques, c'est que Batman est effectivement quelqu'un de complètement habité par son trauma et par sa mission, Mm. mais il crée, logiquement, et dans les premières versions de Batman, il crée un avatar qui est censé, une personnalité qui est censée semer le doute et faire en sorte que le public ne rapproche pas Bruce Wayne de Batman. C'est que Bruce Wayne est charmant, manie l'humour et en fait crée un vrai décalage avec ce qu'est Batman. Ce qui fait que les gens, quand ils voient un Bruce Wayne qui est pas sombre et torturé, mais qui fait des vannes, qui est même un petit peu léger, qui est dans la bagatelle, qui s'affiche dans des galas avec différents mannequins, journalistes, etc., ils se disent ce mec-là, ça peut pas être Batman. Si tu commences à montrer un Bruce Wayne qui est aussi sombre Mm. Oui. que ce qu'il est en bas, là, dis attends, le mec il est pété de thunes, il va pas bien. C'est Alors- Batman. Après, il y a de la Oui. notion d'humour quand même dans la relation entre Alfred et Batman, où Alfred renvoie aussi, par moment, où Leslie Tompkins, ce qui est Batman, dans le sens, moi, le dernier comics que j'ai lu, ça va sortir en VO dans pas longtemps, c'est Batman et Robin, et Alfred lui dit, tu te rends compte quand même que tu te promènes en noir, en costume, en culotte, dans la nuit, t'as peut-être un petit problème. Et là, j'ai rigolé pour le coup. Alors, donc, est-ce que du coup, Batman est drôle, ou c'est plutôt la situation là qui était comique? Je pense que c'est Alfred qui là est l'élément comique, le comic Ouais, relief, qui en fait rejoint le lecteur en lui disant Oui. est-ce que tu te rends compte de l'absurdité quand même de ce que tu es en train de vivre. Et en fait c'est ça le vrai problème de l'humour dans le comic book de super-héros, c'est que ça peut carrément couper les jambes à la situation que tu es en train de défendre. Parce qu'en fait, on part quand même sur un postulat qui est déjà un peu casse-gueule dès le départ. C'est-à-dire c'est des gars qui mettent des costumes bariolés pour sauver le monde, etc., etc. Donc il faut pouvoir les prendre au sérieux. Et si tu as quelqu'un qui fait une vanne sur le costume, sur la Oui, situation, ça casse le mythe en fait. ça casse le mythe. Ouais. Et voilà. Et je pense que c'est toujours ce gros problème qu'il y a avec l'humour, c'est que au bout d'un moment, tu crées une situation auquel les gens ne croiront pas véritablement si tu as quelqu'un qui fait une petite vanne, genre, et on le voit bien, c'est-à-dire que des personnages qui sont très comme She-Hulk, Miss Hulk à une époque, écrit par John Byrne, ou Deadpool aujourd'hui, c'est des personnages où ce qu'ils vivent t'y attaches jamais véritablement C'est d'importance ça, parce c'est-à-dire que qu'ils ont, les enjeux, Mais oui. tu les sens pas, quoi. parce qu'ils ont un pied dedans, un pied dehors, Ouais, c'est et tu sais qu'en fait c'est pas grave. Mm. Parce que tout ça est une grosse blague. Ouais. La manière dont Spider-Man utilise l'humour, c'est différent. Parce que lui, Oui. il l'utilise. Déjà, tu as son intériorité. Tu sais Ouais. qu'en fait, c'est une vraie tragédie ce qu'il est en train de vivre. Avec Tante May. C'est une protection aussi, il voilà. utilise l'humour pour, Et puis, pour se ça protéger. déconcentre l'adversaire. C'est Oui. donc C'est un tu- peu sa stratégie. voilà, ouais, c'est un effectivement. mécanisme de Ouais. défense. Donc, Ouais. c'est pas vécu pareil. Ouais. Mm. C'est un Complètement. outil. Ouais. Mais les personnages qui sont véritablement conscients de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des personnages de BD et de la situation dans laquelle ils sont, en général, il y a mal donne pour toute personne qui est autour et qui fait pas crédible. Est-ce que du coup, Jimmy, dans certaines lectures, tu as ressenti que l'humour desservait le scénario? Je rejoins exactement ce que disait Frédéric, c'est-à-dire que t'as ces moments-là qui sont t'as des moments où tu vas avoir des personnages qui vivent quelque chose de tragique, et dans ce cas-là, ils le vivent à 100% et tu vas être avec eux. Et il y a des moments où ils vont vivre des situations, vraiment, ils sont au bord du précipice, quoi, au bord du gouffre, et soit eux, soit d'autres personnages vont faire des blagues pour justement, je sais pas, détourner l'attention, ou parce que l'auteur pense que c'est le bon moment pour mettre sa blague. Et du coup, tu dis, bon, bah, s'il dit une blague, c'est que c'est pas si grave que ça, quoi. Parce que moi, lecteur, si j'étais dans cette situation-là, pardon, jamais je ferais une blague à ce moment-là. Mm.
Ça me fait penser à un truc. Alors, du coup, on n'est pas dans les comics, même si ça existe aussi en comics. Je pense à la série Buffy contre les vampires. Série très drôle. Des comics aussi, chez Panini Comics Bien sûr. d'ailleurs. Très drôle, où on a le personnage donc, de Alex, donc un des potes de Buffy, qui est tout le temps le gars qui fait des blagues Oui, et c'est qui vrai. les fait même dans les moments tragiques. Sauf que, à certains moments où ça va vraiment mal, il ne fait plus de blagues. Et le spectateur sait que si Alex ne fait pas de blagues, serious business, quoi. C'est là vraiment il y a un truc chaud. Il y a un personnage qui va mourir, il y a un truc, quoi. Et du coup c'est fait intelligemment, mais c'est fait dans la durée parce que le gars avait sa série, il avait son plan au long terme. Mais dans une BD, imagine tu lis une histoire courte avec les Avengers ou quoi, et qu'au bout d'un moment ils affrontent Thanos et là t'as Rocket Raccoon qui vient et qui fait une blague. Bon, ok, bon bah en fait c'est juste que c'est des copains de récré qui s'amusent et à la fin la récré est finie et chacun rentre chez soi, quoi. Drôle de récré. Ouais, non mais en vrai Oui, c'est un oui. peu ça, c'est un peu ce qui peut en sortir. C'est bon bah quand est-ce que tu fais des blagues quand tu te bats? C'est quand tu te bats avec tes copains. Donc bon, au final c'est que c'est pas si grave, quoi. Par contre, ouais voilà, quand Spider-Man se bat contre le bouffon vert et que Gwen Stacy est morte, il fait plus de blagues. Il fait pas de blagues genre ouais bouffon pourquoi tu t'habilles en vert ou quoi. C'est genre non, tu vas me le payer. Point. On le sait là, c'est clair. Donc voilà, donc c'est effectivement c'est en ça qu'on ça revient avec ce que tu nous demandais avant, c'est que l'humour bien manié met en valeur les personnages, met en valeur même leurs valeurs eux-mêmes, mais mal employé, ça dessert complètement le récit. Après, si l'auteur dit de toute façon ma BD est une vaste blague, pas de problème, hein, déroule ta blague, il n'y a aucun problème. Hein. On a ça, on parlait en off de The Boys, c'est ça. Hein, The Boys, c'est voilà. C'est l'auteur qui dit les super-héros en vrai, dans la vraie vie, ce serait ridicule. Et en permanence, c'est ridicule. Même quand il y a un massacre, il y aura toujours quelqu'un pour faire une blague pour vraiment montrer l'absurdité d'un monde rempli de gars en costume qui ferait la loi, quoi. Alors par contre, The Boys, on allait le mentionner, tu l'as mentionné Deadpool aussi, là on est plutôt sur de l'humour trash, Ouais. et ça semble quand même mieux fonctionner, on le voit aussi avec le succès de la série, où il va notamment avoir la saison 3, je crois, prochainement cette année. Comment t'expliques que l'humour trash, on aime bien le sang, on a des petits soucis? Alors après, moi, c'est un avis qui n'engage que moi, Bien sûr. mais je pense que l'humour trash, voilà, qui tourne autour voilà, des tripes à l'air, des allusions sexuelles, voilà, le chien violeur dans le comic book, tout ça, c'est ce que j'appelle l'humour régressif qui donne l'impression à des gens d'être plus matures qu'ils ne le sont. C'est voilà, Frédéric Psy à 16 heures perdues. mais non, mais c'est-à-dire que ça a l'air transgressif. Ça Ouais. a l'air transgressif. Mais ça l'est pas tant que ça. C'est ce que. C'est vraiment. Toutes les cases sont cochées. Genre, vous avez vu, nous, on ose faire des blagues de cul sur l'équivalent de Superman et Wonder Woman. On a un chien qui viole. On boit de la bière. On dit fuck, etc. Mais j'ai vraiment l'impression. En plus, je suis parent, donc d'avoir. Et puis, j'ai eu tellement de potes ados qui ont eu cette phase. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vois, on commence à. Ouais, on devient bad guy, quoi. On va écouter du métal, on dit des. Et il y a un côté. Je revendique j'ai envie de dire, ouais, je me suis complètement émancipé du politiquement correct. Et donc, on y va très, très loin. Et je trouve que Boys. C'est ça, c'est vraiment une BD qui vient tout juste de sortir de l'adolescence en disant ouais, je peux, comme Miley Cyrus quand elle quitte Disney, Ouais. et puis elle va se mettre à se droguer, puis qu'elle va enfourcher une banane en disant regardez, c'est une grosse tub. Voilà, il y a ce côté. Oh bah d'accord, ok. Maintenant C'est- t'es une grande. c'est violent. C'est ça, voilà. Maintenant, t'es grand. Qu'est-ce que t'es grand maintenant. Oh là là, tu lui as fait exploser la tête, il y a du sang qui gicle. Oh là là, c'est. Mais c'est pas encore ce que j'appelle l'humour adulte, Ouais. parce que voilà. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ces moments un peu comme le cinéma, comme les grandes comédies ont pu le faire, c'est-à-dire d'humour un peu régressif, very bad trip, etc. De trucs où ça fait du bien. Mais je n'irais pas dire que c'est une forme pour moi, d'humour très qualitative. Ouais. Ça reste facile. Je trouve que par exemple Invincible de Kirkman a des moments plus Je suis subtils d'accord. Complètement d'accord. que The Boys, où là vraiment je sens le mec qui fonctionne à la Guinness et qui s'est dit ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Moi, Marvel d'ici, c'est bon, j'ai fait le tour. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est, Et la série sur Amazon est top d'ailleurs. On s'inscrit bien mais certaines. on est certaines planches. dans le. Je trouve que on est dans le même schéma, c'est-à-dire que
les gens qui me disent mais The Boys c'est une série adulte, je dis non, The Boys c'est une série pour jeunes adultes. Mais c'est pas encore une série adulte. Oui, mais ce qui n'est pas un problème en soi. C'est hein, pas un on le problème. rappelle, Ah non, non, c'est-à-dire que- attention, oui, c'est ça. c'est pas voilà, Oui. mais c'est juste Bien que voilà, il faut il y a encore des le fait d'avoir une ambiance sombre adulte et de parler de cul et de pouvoir montrer la violence ne garantit pas, n'en fait pas forcément quelque chose d'adulte. Ça en fait quelque chose de très plaisant. Moi j'adore le gore, j'adore mais Exutoire un petit peu aussi. voilà. Ouais. Mais ouais, exutoire. Voilà. Mais on n'est pas encore dans le truc Alan Moore quand il fait la Ligue des Extraordinaires Gentlemen ou qu'il y a des échanges avec Mina, etc. Ou Nemo et que tu as cet humour à froid. Bah voilà, là je me dis, là on est vraiment dans quelque chose de Ou V pour Vendetta aussi. voilà, sur où certaines pour mon cases. détail, il y a de quelque chose de vraiment de plus raffiné. Mm. Là, on est vraiment dans quelque chose d'adulte. The Boys, il y a un côté, mec que tu prends en photo et puis il peut pas s'empêcher. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. T'es plutôt d'accord? Ouais, bah en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit, pour rester sur l'exemple de The Boys, bah, que l'auteur Garcenis, il sait faire aussi du plus sérieux tout en gardant le côté trash. Je pense par exemple à son comics toujours aussi sorti chez iComics qui est Crossed, Ah oui. qui est extrêmement trash, bien plus trash. Donc si vous aimez vraiment les BD trash, The Boys c'est bien, mais Crossed c'est encore un autre level de violence et d'amoral et de tout ça. Et par exemple, si on prend Crossed, justement les rares blagues qu'il y a, parce que c'est très grave, c'est une apocalypse genre apocalypse zombie. Les rares moments d'humour qu'il y a dans les moments trash, t'es pas bien. C'est-à-dire que moi, il en faut beaucoup pour me bouger, mais il y a des moments, je sais qu'il y a des pages, je vais pas les relire, quoi. Je vais les passer. Oui. Parce qu'il y a des pages assez costauds. Et en fait, c'est vrai qu'en comparaison, The Boys, qui est pour moi un très bon comics, avec il y a quelques défauts, mais c'est un très bon comics, il y a ce côté, on est là juste pour se défouler ou quoi. Et l'erreur que le lecteur pourrait faire, c'est de prendre ça au sérieux. En fait, c'est ça. Ouais. Ne faut pas le prendre au sérieux. Mais sinon, si on le prend pas au sérieux, oui, c'est vrai que c'est aussi défoulant que de regarder un Fast and Furious, quoi. Dans un autre genre, Fast and Furious, c'est dans le genre action, c'est vraiment dans le genre action, dans la case action popcorn, quoi. C'est voilà, donc à la différence d'un John Rambo ou un truc comme ça, quoi. Ouais, complètement. Du coup, on a parlé un petit peu de séries. Les comics sont énormément adaptés, séries, films, etc. Et il y a énormément une notion d'humour. Et ce qu'on a remarqué, on en a parlé en off, c'est qu'à chaque fois, on va avoir, notamment dans les films, un personnage qui va avoir juste le rôle, une case humoristique. On va prendre l'exemple d'Eternals qui nous a marqué dernièrement, où tu as l'acolyte d'un des héros, donc Le Kingo. De voilà, Kingo, c'est ça. exactement. Qui, on ne sait rien de lui. On ne sait pas ce qu'il fait. On sait qu'il a beaucoup de caméras d'ailleurs. Je ne sais pas quel est ton sac. Ça doit être celui de Mary Poppins, mais je ne sais pas d'où tu les sors. C'est la blague. Hein. Et exactement. Et alors, des fois, c'est un petit peu lourd et on le retrouve énormément. Pourquoi? Alors ça, je pense que c'est lié à l'ADN même de Marvel Studios au cinéma. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier acteur sur lequel ils ont misé quand Marvel Studios s'est créé, c'est Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., il sortait de Kiss Kiss Bang Bang, Shane Black, et il a toujours eu cette faconde, cette manière très particulière de prendre un texte, de se l'adapter. Il y a quelques acteurs comme ça qui fonctionnent de cette manière-là, comme Christopher Walken, qui en fait, à chaque prise, ils changent complètement leur manière de jouer le truc, avec des hésitations. Ils sont toujours... C'est pas de l'impro, mais ils adorent jouer sur les variations à l'intérieur d'un dialogue donné. Et en fait, Favreau, quand il a eu Robert Downey Jr., et qui est quand même donc Tony Stark, ils ont créé le personnage ensemble, parce que le Tony Stark de Robert Downey Jr. n'est pas le Tony Stark du comic book originel. C'est-à-dire que quand on regarde le Tony Stark alcoolique dans Armor Wars, tout ça, qui veut récupérer ses brevets et tout ça, il peut de temps en temps avoir une petite blague de héros, mais c'est pas ce personnage de dandy décalé. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec Robert Downey Jr. Et en fait, étant l'acteur clé de voûte de Marvel Studios,
il a imprégné Ça en est absolument quelque tout chose. le reste. Mm. Et ensuite, quand ils ont fait d'autres versions, il y a eu d'autres héros qui n'avaient pas cet humour-là. Captain America, c'était plus compliqué. Donc, et Chris Evans a eu l'humilité de se dire, ok, je fais pas de blague. Je suis Captain America. J'ai connu la Grande Dépression. J'ai connu la Seconde Guerre mondiale, J'ai etc. connu le froid. Voilà. Et pour Thor, ils se sont dit aussi, on va faire quelque chose de sérieux. Or, les premiers, le côté shakespearien, etc., ça n'a pas été aussi réussi que ce qu'ils voulaient. Et tout d'un coup, ils se sont dit, ah merde, mais Chris Hemsworth, en fait, il a, en tant qu'acteur, lui aussi, une vis comica. Il a cette possibilité de pouvoir jouer dans des comédies. Il est beau, il est fun. Donc, avec Taika Waititi, ils se sont dit, avec Thor Ragnarok, ok, désormais, c'est plus toi qu'on va essayer de faire rentrer dans Thor, parce qu'on a fait 2 films et on a du mal. Avec ce schéma Marvel Studios où Qui était pourtant bien. mais bon, tu sentais que les scènes n'étaient pas transformées. Ouais. Donc maintenant, c'est Thor qu'on va faire rentrer en toi. Donc on va écrire. Donc Thor est devenu beaucoup plus drôle, plus proche de la personnalité de Chris Hemsworth. Et le souci, c'est que quand tu as un personnage qui a la vis comica comme Chris Hemsworth, tu en as un autre comme Robert Downey Jr., et qu'après tu prends Paul Rudd qui fait Ant-Man, qui lui aussi vient du sitcom, qui a l'habitude de faire des... Et bien en fait, au final, tu te retrouves avec 25 personnages qui ont tous des punchlines à faire parce qu'ils viennent de ce milieu-là. Et tu te dis, et puis ça marche. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça fait de la thune. Oui. Et donc, plus ça marche, moins tu te dis, j'ai rien à changer. Donc au bout d'un moment, ça devient une sorte de règle tacite. Et puis, comme les studios concurrents à l'époque ont eu envie d'aller dans à l'extrême inverse, c'est-à-dire que tu vois Man of Steel, Batman versus Superman, Avec tu vois, Warner. ou avec Warner, voilà, où c'est des films très très pesants, tu vois, on n'est pas là pour déconner. On le voit aussi avec la prochaine bande-annonce de Batman qui sort en mars. Mais Là, de on toute est façon, pas dans la dronerie. voilà, c'est-à-dire que, et on en revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire que quand tu vois le Bruce Wayne de Pattinson, à mon avis, ce film va être énorme. Mais n'empêche, quand tu vois Pattinson faire Bruce Wayne, j'ai pas besoin d'être le Sphinx pour dire c'est lui Batman. Ouais, non, mais c'est ça. Ah bah c'est lui. Là, il y a tout le monde fuit et lui bouge pas. Et il est là et lui il va pas bien. Et donc et c'est ça en fait. C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans cette dualité, dans la nécessité aussi d'avoir une identité secrète, c'est que tout d'un coup tu vois que le héros que tu aimes, que tu suis, il est capable de créer quelque chose. Et des fois, l'humour vient de là. C'est-à-dire que Superman, qui crée l'identité de Clark Kent, voilà, avec ses lunettes, Un peu maladroit. son chapeau, Ouais. qui arrive en retard. Et là, il y a quelque chose. Tu te dis, ah ben en fait, il a de l'humour. Parce qu'en fait, il est C'est super. théâtral un petit peu. C'est un peu l'humour Mais oui, théâtral qu'on bien a. sûr. ouais. Il crée quelque chose. Il y a une sorte de caricature que lui-même amène. C'est ce que Tarantino disait, c'est la caricature que Superman fait Ouais. de l'humain. Ouais. Et moi, j'adore aussi que quelqu'un comme Bruce Wayne qui a ce trauma, qui l'habite complètement, c'est quelqu'un qui a étudié la criminologie, la psychologie, la théâtralité aussi, se disent, pour ne pas qu'on fasse le rapprochement, il faut que je crée un Bruce Wayne, le Bruce Wayne que l'on attend de moi. Je suis un fils d'eux. Je suis millionnaire, il y a plein de gens qui vont dire ouais, toi t'as la vie belle. Je vais jouer la caricature à fond. Je vais jouer ce personnage qui est pas vraiment fiable pour que les gens ne me voient pas venir. Et ça, je trouve que déjà ça rajoute toujours au personnage de se dire qu'il n'est pas Oui, il n'est pas qu'une surface. Il n'est pas quoi. unilatéral, Ouais, ouais. qu'il n'est pas que d'une. Je trouve que ça amène de la complexité, ça amène de l'intelligence. Et c'est pas un hasard si un des personnages pour moi qui manie le mieux l'humour en comic book, c'est Spider-Man, parce que tu sais la distance qu'il lui faut pour faire une blague, alors que il a peur, alors que il a des soucis personnels très importants. Et en fait, derrière tout ça, derrière l'humour, il y a toujours cette idée et l'utiliser à certains moments de profondeur. Tu parlais d'Alex dans Buffy, c'est un parfait exemple, mais ce qui marche très bien avec Alex, c'est qu'il n'a pas de pouvoir. Ah oui, c'est ça. Oui. Il est entouré par des gens. Vulnérable. Voilà, c'est-à-dire que lui, il peut mourir n'importe quand. Donc évidemment, il le sait. Quand il va faire sa blague, c'est à la fois son don
mais c'est aussi une sorte de mécanisme. Ouais. Et donc, il y a derrière sa vanne, même si c'est une toute petite phrase, tu vas percevoir la complexité du personnage, toutes les dimensions qui composent un humain. Et ça, c'est intéressant. Et quand les personnages, par contre, commencent à être tous des distributeurs de vannes, et dans un film comme Eternal, c'est très très problématique parce que Moi, ça m'a beaucoup gêné. voilà, surtout sur qu'en ce plus c'était le film pour moi où il ne fallait pas mettre d'humour et différencier par rapport au MCU après qui commence à être redondant. c'est un des problèmes, mais je pense que là pour le coup c'est vraiment c'est des décisions qui n'ont presque rien à voir avec l'histoire. Je pense que Eternal est la première fois, l'un des premiers films Marvel où ils ont trébuché sur l'immensité de ce qu'il y a à adapter. C'est trop gros. C'est trop gros. C'est-à-dire que là, il y a les Célestes qui créent des planètes. Voilà, l'échelle de valeur elle est devenue délirante. Donc, c'est vraiment l'étape d'après. Thanos qui fait disparaître la moitié de l'univers. Tout d'un coup, t'as les Célestes. Là, on est très, 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 très loin. C'est peut-être un peu trop tôt. En fait, non seulement je dirais que c'est peut-être un peu trop tôt, mais en fait, je me demande même si c'est véritablement possible. Et au cinéma, en bande dessinée, ça passe. Oui. Mais je me demande si c'est pas le moment où le média de la bande dessinée dit tout simplement, voilà, on sait faire des trucs que vous ne pouvez pas faire au cinéma parce que vous êtes attaché par des acteurs, une représentation physique du monde, New York, etc., Oui, une oui. production. Et comment tu fais pour faire apparaître un Céleste de manière crédible alors que pour Kirby, il suffit juste d'une page, voilà, c'est dessiné, c'est comme ça, il y a la suspension d'incrédulité qui fonctionne. Et donc, tu as tout ça à raconter. Et au bout d'un moment, je pense que Kevin Feige et toute son équipe se sont dit, bon, là quand même, on est parti très très loin. Si on ramène le sidekick indien avec ses caméras, au moins, on va rigoler 2-3 fois. Et ça va faire passer la pilule. Ça. Et voilà, et je pense que c'est parce que le truc, là, on est vraiment vers, comme disaient les Américains, quelque chose de bigger than life. Et c'est trop compliqué. C'est à mon sens. Du coup, la pilule n'est pas passée parce que c'est toi qui m'as fait remarquer. Ouais, mais en fait, ce détail. et le truc, c'est que on le voit. Alors là, on dévie un peu des comics, mais je voulais aussi citer cet exemple. Et on a la même chose, et ça m'avait un peu fait tiquer aussi. C'était dans les créatures fantastiques, donc spin-off d'Harry Potter, etc. Où on a ce personnage alors je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais le fameux moldu moustachu machin qui, pareil, lui débarque. Il est boulanger, ouais, c'est ça. Il est boulanger, ouais. Il y connaît rien à la magie et tout. Il se retrouve embarqué dans l'aventure et il ne servira que à ponctuer de blagues par son incrédulité, par sa naïveté. Le monde de la magie, etc. Et ça a tellement marché qu'il est dans le 2 aussi. Il est dans le 2 et dans le 2, il a l'air d'avoir une baguette magique. Et Ouais, ils essayent de l'impliquer un peu ouais. plus que juste à faire des blagues, mais on a ce côté, Le 3, vous voulez dire Le prochain. 3 Dans le 3, on le voit. Parce qu'il y a déjà eu 2 créatures fantastiques. Ouais. Mais j'ai tellement oui, pas aimé mais- le 2 que je l'ai oublié. Ouais. Mais il y a ce côté de mettre un personnage qui ne fait pas partie de ce monde-là et qui va faire les commentaires que n'importe qui d'entre nous pourrait faire si on y était, quoi. Et je sais pas si, en fait, dès que je vois ce personnage-là, du coup, je vois les ficelles. Et du coup, je sais, ok, bon, bah, ce personnage-là ne sert qu'à ça, c'est un personnage fonction. Et du coup, bah, moi, ça me sort de l'histoire. Tu parlais de suspension d'incrédulité, et bah, c'est exactement la même chose. C'est que, du coup, je sais que ce personnage-là, bah, par exemple, ne mourra pas. Puisqu'il est là pour faire les blagues, c'est pas un ressort dramatique. Alors par contre, effectivement, s'il meurt, waouh, incroyable, ça phénoménal, tu vois. Si l'assistant de Ringo meurt dans l'Eternal, tu dis, ou qu'il se sacrifie, ou qu'il meurt pour de vrai, waouh, génial, super parti pris. Voilà. Bon, même si on connaît rien du perso, mais voilà, mais effectivement, on a souvent ça dans les films qui sont utilisés. Dans les BD, on peut aussi avoir ça. On peut penser à des personnages justement. Bah voilà, on parlait de Batman, mais effectivement, d'un certain point de vue, Alfred, c'est un peu ça. Ou Robin. On a créé Robin pour toucher un public plus jeune et alléger un peu le côté obscur de Batman. Ouais, sauf que du coup, comme ils avaient pas trop comment faire avec Robin, ils en ont créé plein de Robin. Donc il y a le Robin Dark, le Robin machin, le Robin drôle, le Robin. Et puis ça reste des super-héros, c'est-à-dire que même Alfred, il est quand même lié au folklore super-héros. C'est ça. C'est-à-dire qu'il il a le numéro de téléphone de Superman, quoi. Il est dans le game. Et alors que tu sens vraiment que pour l'acolyte de Kingo dans Eternal, il y avait le but aussi de dire, ah, mais au moins on vous a montré un humain.
Ouais. Mais t'as envie de leur dire. Parce que sinon, Mais ils Mais craignent c'est rien. pas ce qu'on veut en mais c'est regardant pas- et puis l'éternel. surtout, moi, je veux bien qu'on montre un humain, mais un humain qui rencontre les éternels, et surtout au lendemain de la disparition de la moitié de l'univers par Thanos, tout le monde sait qui est Thanos. euh, c'est le truc qui coince, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les humains vont pas être si détendus à faire des vannes Bah oui. comme ça. Je veux dire, Tellement. si tu prends le postulat que la moitié de l'univers a disparu, que tu as peut-être perdu tes proches pendant 5 ans, ou t'en faisais partie, tu reviens, etc., et que tu sais que désormais ton existence Peut est s'arrêter conditionnée tout moment. à rien, Ouais, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux disparaître sans même savoir pourquoi, c'est ça. et revenir, et C'est un redisparaître. peu tendu quand même. Mais tu croises des éternels, tu croises des super-héros, à mon avis, là, tu crées vraiment une vraie défiance en disant, mais plus jamais ça. Tu vois, logiquement, c'est. Ah, tu fais ça, chasse aux sorcières contre les Ah, super-héros. mais oui, mais mais c'est sûr, oui, bien oui. sûr. Et tu vas pas aller avec eux faire des vannes comme ça à Mm. table, parce que et c'est ce moment où en fait où tu te dis ah bah l'humour dessert le truc parce que ce que vous avez mis comme postulat, il faut l'assumer jusqu'au bout. Là, ce que vous avez montré, c'est extrêmement sombre. C'est pas une blague. C'est pas disparaître pendant 5 ans et revenir, c'est pas une blague. C'est Non. pas une blague. T'imagines, on a tous des vies compliquées, il nous est tous arrivé des drames. On voit déjà à quel point ça te suit dans ta construction. Et donc dans ce moment-là, tu peux pas mettre de l'humour là-dedans. Ça veut pas dire que l'humour n'a pas droit de citer, parce que les gens peuvent rire, mais il va falloir que tu écrives autrement les choses. Mm. Il va falloir Ouais, que tu les complètement. écrives autrement, plus subtilement, pas avec une. Quand je me souviendrai toujours de Thor Ragnarok, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime beaucoup ce côté coloré. Et il y a un moment donné, j'étais au cinéma. Et je me suis fait vraiment une facepalm comme ça. On va dire, oh non, quand même. Là où je me suis dit, ils sont vraiment prêts à tout. Vraiment prêts à tout pour une vanne. C'est-à-dire que tu as Thor qui donc autorise, spoiler hein, pour ceux qui l'ont pas vu, mais Surtur à détruire Asgard. Oui. Et t'as Korg qui est interprété oui. par Taika Waititi. Il voit Asgard se faire détruire. C'est sa nation. Et il dit ah mais t'inquiète pas, on peut reconstruire. Hop là t'as Asgard qui explose et qui dit ou pas. Et là j'étais là, non. Ils ont pas fait ça. C'est-à-dire que c'est c'est la fin de son monde. Enfin, Ah oui, c'est c'est-à-dire pas- que là quand même tu te dis ah ouais, mais tu sens vraiment les crevards quoi. C'est-à-dire que ouais, j'ai pas pu me retenir, fallait que je fasse une vanne à ce moment-là. Et tu dis ça n'aurait rien enlevé, c'est-à-dire que au contraire il vient de voir sa planète natale, l'endroit où il a grandi, qui vient de disparaître sous ses yeux. Et ben vous êtes tellement putassier au niveau de vos vannes que même là il faut que vous en mettiez une pour oui mais on est comme ça nous. Et en fait c'est contre-productif des fois parce que ça n'aurait rien enlevé à l'humour qu'il y avait avant, mais Oui. juste savoir qu'à ce moment-là non, ne dis rien. C'était de trop. Ouais, ne dis rien. Laisse Ouais. laisse l'émotion naître. C'est vice-versa de Pixar. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il t'explique tristesse, elle a son importance aussi. Donc il y a des moments, tu vois, c'est pas tout le temps joie. oui. Non, des fois, il faut laisser tristesse, c'est bien aussi. Un peu Et- trop d'humour du Oui. coup. Ouais. Et de Ouais, l'autre côté, à complètement. Warner, t'as envie de leur dire non, c'est pas Oui, ça, noir. Non, faut aussi. Ouais, C'est ça. ce que je voulais dire. Ouais, Ouais. il tente avec Aquaman, il tente des petites vannes par-ci Ouais, par-là, mais ouais, mais c'est ma boy. tellement... Ouais, c'est ça. C'est Si ça. tu veux, là, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis, ouais, alors, il faut qu'ils alignent le curseur, quoi, Ouais, parce que c'est ça. c'est, tu peux pas passer de Batman vs Superman ou Justice League version longue de Zack Snyder à Aquaman directement. Là, t'as un côté. Ouais, Un c'est- côté Oh, violent, wow. ouais, ouais. Ouais, C'est c'est ça. un peu violent. Du coup, comme d'habitude sur cette émission, on finit avec du comics. Et du coup, je vous ai demandé le comics ou le héros que vous trouvez le plus drôle. Et Jimmy, tu as choisi. Alors en tout cas, ouais. Il faut flinguer Ramirez. Il faut flinguer Ramirez, donc c'est de l'indé, c'est du français. C'est fait par un gars qui s'appelle Nicolas Petremo, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Petrimo. Et donc c'est sorti chez Glénat, c'est de l'action à la Tarantino. Je peux pas dire, je peux pas c'est dire de le définir autrement. C'est vraiment, il y a un côté action ultra punchy et surtout très drôle sur les situations. Juste en le pitchant en 3 secondes, vous allez comprendre déjà le degré d'humour. Donc en gros, des cartels des cartels mexicains découvrent un assassin le meilleur assassin du monde qui aurait disparu depuis extrêmement longtemps et qui se serait reconverti en réparateur d'aspirateurs. Et
Tout le sel de l'histoire, c'est que ce réparateur en aspirateur, a priori, n'est pas du tout la personne qu'il recherche. Mais étrangement, quand ils envoient des gars pour le buter, bah, tout le monde meurt. Donc, est-ce qu'il est vraiment le gars? Est-ce qu'il joue un rôle? Est-ce que Sachant il s'est qu'il est créé... muet. Voilà, est-ce qu'il s'est créé ce personnage maladroit mais génial de l'aspirateur pour continuer à faire son travail d'assassin? Il y a plein de questions comme ça qui sont posées, dont on a les réponses petit à petit. C'est vraiment une histoire très, bah voilà, vraiment avec beaucoup d'humour. Et bien écrit, qui sert la narration. C'est-à-dire que quand il y a une blague, elle sert le propos et elle tombe toujours au bon moment. Et du coup, je crois que tu as même une Oui, surprise. et j'ai amené. En général, on en présente un, mais moi, je voulais présenter un deuxième. Et voilà, ça peut faire sourire et ça tombe bien parce qu'on parle d'humour, mais c'est voilà, c'est aussi chez Glénat et c'est la collection Picsou, donc qui commence avec la jeunesse de Picsou, puis ensuite la grande épopée Picsou. Donc c'est par Don Rosa. Donc tout le monde connaît Picsou, un des plus vieux personnages de chez Disney. Et dans cette histoire qui retrace, qui fait office d'origin story pour le personnage de Picsou et après qui est vraiment une histoire d'aventure, l'humour est omniprésent. C'est-à-dire que Don Rosa, c'est un auteur qui sait très bien jouer justement avec les cases, qui s'amuse à mettre 1 milliard de détails dans chaque case. C'est-à-dire que même quand on les relit encore aujourd'hui, quand moi je les relis je compte même plus la 20e, 30e fois, je remarque le petit détail caché derrière un buisson. C'est comme Astérix Obélix finalement. Bah ouais, Son mais humour comme sauf ça, que là, c'est à la fois plusieurs c'est à la fois dans les jeux de mots qui sont cités, mais à la fois aussi dans les situations. C'est-à-dire que vraiment, à un moment, quand il y a Donald qui est persuadé de voir des espions partout, si tu regardes bien la case, tu vois qu'il y a même des yeux cachés dans les buissons, sous la plaque d'égout, derrière un nuage. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, et l'humour est là. Il n'est pas pointé du doigt. Il est jamais lourd et il sert encore une fois complètement l'humour et l'humour avec un grand H. Et l'histoire, aussi avec un grand H, pourquoi pas. Voilà. Alors toi, Frédéric, tu as choisi Scott Pilgrim chez iComics. Bah évidemment, parce que pour moi, en fait, c'est vraiment l'exemple même de... C'est un comic book qui a tous les oripeaux du comic book drôle, dans le graphisme, dans la manière dont les cases sont agencées. Donc on le sait, il y a plein de gags, voilà, c'est drôle, mais il y a un deuxième niveau de lecture où on voit un auteur qui se met à nu et qui parle de la lente accession à l'âge adulte et à l'évolution sentimentale. Et donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du roman presque autobiographique, mais très, très fort, mais sur un vernis très comic strip. Et j'adore ce... C'est quelque chose que je retrouve dans des séries animées. Pour moi, c'est le même esprit que, par exemple, Rick et Morty, où derrière la vanne et le côté régressif ou tout ça, il y a des choses qui sont dites, qui sont profondément torturées, angoissantes. Et en fait, moi, c'est ça que j'adore dans l'humour, parce que tout à l'heure, tu parlais de la subjectivité dans l'humour. Il y a un truc qui me fait rire dans les grands débats aujourd'hui sur l'humour. Est-ce que ça c'est politiquement correct? Est-ce que ça c'est une vanne inclusive? Est-ce que c'est pas inclusive? C'est qu'on oublie qu'à la base même de l'humour, il y a quelque chose de très cruel. On rit parce que quelque chose sort de voilà, on rit de l'autre, mais c'est parce que il y a la normalité, il y a ce qu'on attend, c'est-à-dire que quand tu allumes la lumière, tu t'attends à ce que tout d'un coup ton ampoule s'allume, et puis il y a cet événement imprévu, le chaos qui arrive dans une ligne qui est censée être normale. Et ça, souvent, cette surprise, tu rigoles parce qu'il y a cette idée de surprise et de chaos qui arrive dans quelque chose qui était logiquement très conventionnel. Et l'humour a toujours une base de cruauté. Alors on va dire oui, mais il y a l'humour qui vise des minorités ou ce genre de choses, donc ça c'est pas drôle, il faut que ça disparaisse. Oui, mais quand en fait tout d'un coup tu demandes à certains humoristes, à certaines blagues de ne rire que d'eux-mêmes, ils continuent de rire de quelqu'un, c'est-à-dire d'eux. Et ils se montrent, eux, en train de trébucher. Et c'est ça qui vous fait rire. C'est juste qu'il vous a donné la permission de rire de lui. Mais à la base, il y a toujours quelque chose qui va de pair avec la tragédie. En fait, l'humour, c'est une forme de tragédie qui fait bonne figure. Et c'est pour ça que je trouve que Scott Pilgrim, tout en parlant de quelque chose de très profond, qui sont les émois amoureux, comment tu grandis, comment tu te vois vieillir, et ben avec cette forme, il y a quelque chose de très très drôle. Et je trouve que c'est là
où l'humour a toute sa force. Mm. Parce que l'humour n'est rien d'autre qu'une... si par exemple la tragédie c'est un morceau de charbon, on le presse très fort, tout d'un coup on a l'humour. Mm. Et cette dimension-là, elle existe dans Scott Pilgrim. Et voilà, c'est pour ça que ça me parlait. Bah du coup en fait on pouvait appeler cette émission Tragédie et Comics si Oui. j'écoute bien. Oui, Mais oui. c'est une très très belle conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est un Je pense plaisir. qu'on a vraiment fait Ouais. le tour sur l'humour, le comics, l'adaptation et c'était très très intéressant. On te dit à bientôt sur France Inter, dans ton spectacle. On mettra de toute façon tous les liens sur la vidéo et sur les réseaux sociaux. Merci Jimmy. Merci Alex. On se retrouve en boutique. Tous les comics cités sont évidemment au Comics Corner, mais aussi sur notre site en ligne comiccorner.fr. Et merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Ciao.